Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est le suivant euh, les raisons pour un communiste d'être patriote. Je dis ça alors que apparemment j'ai une marque allemande Adidas. Enfin, j'ai dû trouver ça quelque part. Bon, voilà. Tout que c'est que ça tienne chaud. En tout cas, j'ai le béret, ça. Bon. Euh, donc, ouais, outre cette petite remarque à vocation humoristique, bon, euh, la question étant, quelles sont les raisons pour un communiste d'être patriote? Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui aujourd'hui te disent que tu peux pas être et patriote et communiste, et qui opposent les deux au nom d'un internationalisme qu'ils n'ont manifestement pas compris, comme si nous étions des anarchistes, alors que nous sommes des communistes, et que communistes et anarchistes sont ennemis, politiquement. Alors peut-être pas personnellement, vous pouvez avoir un pote anard, c'est pas interdit. Voilà. Bref, si ça vous empêche d'être communiste, c'est un problème. Si ça vous empêche d'être un communiste conséquent, et si vous êtes plus anarque que communiste, c'est que finalement vous êtes plus communiste. Enfin, voilà, si vous êtes anarchiste, vous ne pouvez pas être communiste. C'est évident. Nous, on est contre le capital. On est pour l'État au sens d'un État prolétarien. On veut transformer l'État. On veut que l'État ne soit plus un outil de répression de classe, mais un outil d'émancipation de classe. Donc on passe par ce qu'on appelle la dictature du prolétariat pour remplacer la dictature de la bourgeoisie. Dictature du prolétariat qui est une démocratie. Et il n'y a plus de dictature du prolétariat, il n'y a plus d'appareil d'État, mais il y a un État au sens de fonction de classe. Bref. Et les anards sont contre les frontières, ce qui dans un monde encore capitaliste est casse-gueule. Il faut des frontières pour protéger les économies nationales. Il ne faut pas être les idiots utiles du néolibéralisme. J'anticipe du coup un peu les différentes raisons pour lesquelles un communiste doit, doit être patriote. Pas peut, mais doit être patriote. Je précise, quelles sont les raisons pour lesquelles un communiste se doit d'être patriote. Alors j'en ai noté 9. Alors l'ordre n'est pas forcément hiérarchique, quoique la première si. Alors pourquoi un communiste doit être patriote? Alors je parle spécifiquement dans le cas français pour les exemples que je vais vous donner, mais on peut appliquer cela à d'autres pays. Alors, le premier point, souveraineté de la France face à la mondialisation néolibérale et à l'impérialisme américain. Promouvoir la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN pour protéger l'indépendance et protéger l'indépendance nationale. Donc sortir de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, protéger l'indépendance nationale. Ça, c'est le premier point. La souveraineté de la France, la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, la lutte contre la mondialisation néolibérale, et contre l'impérialisme américain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la France et son peuple, respecter notre pays et ses citoyens pour bâtir une véritable pour pouvoir construire une véritable popularité auprès de nos compatriotes. La France et son peuple. Souveraineté de la France et son peuple, deuxième point. Connaissance de la France, connaître la France. Souveraineté de la France et son peuple. Connaissance de la France, priorité géographique.
l'État-nation comme cadre du socialisme et de la démocratie, une conception de gauche de la nation comme ciment de la classe ouvrière, la nation comme ciment de la classe ouvrière, le socialisme à la française et la résistance au soft power américain. Donc, le premier point, c'est la souveraineté de la France face à la mondialisation néolibérale et à l'impérialisme américain. Vous comprenez bien que l'UE, l'euro, l'OTAN, ce sont tous les trois des outils de domination du capital, du grand capital. En l'occurrence, vous ne pouvez pas bâtir le socialisme tant que vous êtes dans l'Europe néolibérale, tant que vous êtes dans l'OTAN. Vous ne pouvez pas le faire avec le chantage à la monnaie de la BCE, avec des frontières trouées parce qu'on est dans une zone de libre-échange qui s'appelle l'Union européenne, et en étant dans une alliance impérialiste qui s'appelle l'OTAN. Surtout que normalement, nous autres communistes, on est anti-impérialistes. On n'est pas tellement pour une alliance militaire anti-soviétique puis anti-russe qui s'appelle l'OTAN. On n'a aucune raison de rester dans l'UE, dans l'euro et l'OTAN quand on veut mettre en place une politique populaire, une politique socialiste, communiste. On ne peut pas accepter ça en tant que communiste. Et donc, forcément, il y a une convergence avec différents patriotes de gauche et de droite qui sont attachés à l'indépendance nationale. Et forcément, c'est une priorité pour la classe ouvrière que de sortir d'institutions qui vont à l'encontre de ses intérêts. L'UE, l'euro, l'OTAN. La classe ouvrière, par exemple, elle n'a aucun intérêt à se fâcher avec les Russes, à ce que la France se fâche avec les Russes pour voir le prix du gaz augmenter, par exemple. En fait, et au final, on ne punit, pour ceux qui sont anti-russes, vous ne punissez même pas la Russie puisque vous passez juste par des intermédiaires, ce qui fait que le gaz est plus cher. Deuxième point, la France et son peuple. Si on ne respecte pas le pays, on finit par ne pas respecter les citoyens, nos concitoyens, nos compatriotes. Donc par être impopulaire. Et comment voulez-vous amener le socialisme en France si vous crachez sur la France H24 ? Du côté social-démocratie dégénérée, c'est-à-dire la France insoumise, la fraude... Pardon, pas la France insoumise, la fraude insoumise ou la France islamiste. Côté la France insoumise, la fraude islamiste, ça va très bien. Comme la fraude insoumise ou la France islamiste. De ce côté-là, quand vous avez des abrutis, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, qui disent nique la France et qui sont du genre à brûler le drapeau, à dire vive l'Algérie, à dire vive l'islam ou à dire vive la Palestine. On peut être musulman, on peut être pro-palestinien ou aimer l'Algérie, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand on fait ça, quand on dit nique la France à côté, et l'image auprès du reste des Français, votants ou révolutionnaires potentiels, est-ce que ces gens-là, que vous aurez insultés, ils vont vous aider à bâtir le socialisme ? Non. Vous allez juste miser sur un électorat communautarisé, alors que la religion est l'opium du peuple, chrétienne comme musulmane, que la religion soit chrétienne ou musulmane, c'est l'opium du peuple. Et là, vous allez, quand vous enfoncez quand la France insoumise s'enfonce dans un communautarisme ethnico-religieux, la plupart des Français lambda, ça leur fait peur à juste titre. Ça leur fait peur à juste titre.
et donc ils ne vont pas aimer. Alors que quelqu'un qui est communiste patriote dans un sens de gauche républicain, qui dit je suis communiste, j'aime la France, il peut faire venir des citoyens normaux, en plus du fait que dans l'intérêt national, c'est le meilleur système qui soit, le système communiste, puisqu'on n'a pas une élite de parasites qu'on appelle bourgeoisie qui nuit à l'intérêt national. Mais voilà, de dire nous sommes avec le peuple, nous sommes avec nos compatriotes. Et donc, dans l'intérêt de nos compatriotes, soyez communistes. Dans l'intérêt national, défendez une vision économique et sociale communiste. Si vous n'avez pas de communistes qui proclament l'amour de leur pays, ils vont se faire détester par leurs concitoyens, et le capital, la réaction, ils vont en profiter. La droite réactionnaire et capitaliste libérale va en profiter. La social-démocratie un temps, mais elle est devenue tellement abjecte, cette social-démocratie, a tellement menti, que c'est les nationalistes, les conservateurs qui vont en profiter. Elle aura beau se dire progressiste en ayant des bases réactionnaires, au final des bases philosophiques, morales, éthiques, tout ce que vous voulez, politiques, réactionnaires, idéologiques réactionnaires. Eh bien, voilà. Après que les sociodémocrates trahissent, j'ai envie de dire. Bon. Je dirais ça moins d'une social-démocratie républicaine, souverainiste et patriote que de la fraude islamiste, enfin la France insoumise, pardon. Voilà. Mais si on a des gens qui se disent communistes et qui crachent sur le pays, ils vont faire fuir nos compatriotes. Et faisant fuir nos compatriotes, ils ne vont pas pouvoir amener le socialisme en France. Alors, là, c'était le deuxième point, du coup. Le troisième point, connaissance de la France. Connaître la France. Pourquoi connaître la France ? Enfin, aimer son pays pour le connaître et le connaître pour le gouverner. Admettons qu'avec la popularité qu'un parti communiste aurait s'il proclamait son amour de la patrie, son amour de ses concitoyens, de ses compatriotes, de sa classe ouvrière, de la classe ouvrière de sa nation. Aimer la classe ouvrière de sa nation, ça ne signifie pas déjà mépriser celle d'autres nations, je précise. Mais en proclamant son respect du pays et de ses concitoyens, on peut arriver au pouvoir. Il y a beaucoup de boulot. Eh bien, à partir de cet amour de son pays, eh bien on s'y intéresse, on en prend connaissance de sa culture, de son économie, de ses institutions. Si on déteste son pays, on finit par dire ouais, je m'en fous de la France. Enfin, ce qui est très stupide quand on y vit. Connaissance de la France pour une gouvernance éclairée. Si on n'aime pas et si on ne connaît pas notre pays, on ne peut pas le gouverner efficacement. Et donc on ne peut pas développer le socialisme. Clairement, si on n'a aucune connaissance du pays, de ses réalités, voilà, de son patrimoine culturel, de sa vie économique, de sa population, de ce que pensent les gens. D'ailleurs, si on est démocrate, on s'intéresse à ce que pensent les gens. Et donc, en l'occurrence, dans les frontières nationales. Quatrième point, priorité géographique. Ouais. Alors, c'est un peu moins sexy dit comme ça. Mais d'abord, avant de faire la révolution mondiale, la priorité d'échelle, c'est de le faire dans son pays. D'abord en France, ensuite dans le monde, le socialisme. D'abord le socialisme en France, ensuite le communisme mondial, si vous voulez. Parce que le socialisme, ça se fait à l'échelle d'une nation, et le communisme
à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, parce que on développe d'abord le socialisme dans son pays, on prouve par l'exemple que ça marche, hein, et ensuite on a les moyens de le répandre dans le monde entier. Il ne faut pas faire de l'antinationalisme comme le font les trotskistes, ou certains ML qui se pensent différents des trotskistes et qui au final font exactement la même chose sur la question nationale. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut considérer que d'abord il y a son pays, puis les autres. Ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Italie, la Grèce, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Mexique, tout ce que vous voulez, l'Irak. Que vous soyez dans un pays ou dans un autre, si vous voulez défendre le socialisme, le communisme, c'est pas de dire ouais la révolution mondiale, parce que sinon vous vous faites éclater comme Trotsky avec la guerre soviéto-polonaise, hein, et d'autres. Avec un certain nombre de désastres qui ont été faits, hein, qui ont donné tort à Trotsky. Eh bien, du coup, vous mettez en danger la révolution ou la réforme, ou enfin, en tout cas, votre. En tout cas, dans le cadre de Trotsky, de l'opposition Trotsky-Staline, hein, c'est la révolution. Hein, entre les bolcheviks, il y avait deux, trois factions. Il y avait les trotskistes, on va dire les staliniens, entre guillemets, la faction. Il y avait Trotsky, Staline, Boukharine. Boukharine voulait continuer la NEP et le socialisme dans un seul pays, ce qu'il appelait un socialisme à pas de tortue. Trotsky voulait faire du collectivisé tout de suite, arrêter la NEP et répandre la révolution dans le monde entier, ce qu'on appelle la révolution permanente. Et Staline était dans une position de compromis qui était on met fin à la NEP et on construit d'abord le socialisme dans notre pays et plus tard on verra comment on le répond dans le monde entier. Ce qui était la position la plus logique. La NEP, c'était une trahison de continuer la NEP. Enfin, la NEP, c'était censé être une politique temporaire. C'est censé pas une politique permanente. Après, la façon dont on aurait dû collectiviser avec plus ou moins de kolkhoz, de sovkhoz, la façon dont on aurait dû planifier l'économie, c'est encore autre chose. On aurait pu planifier plus intelligemment l'économie soviétique. Mais voilà, pour en venir à cela, l'opposition sur la question nationale, c'est l'opposition entre Trotsky et Staline, et Staline a eu juste une position qui était pragmatique en fait. Alors, il y a une part, pour tout vous dire, il y a une part de pragmatisme chez Trotsky, c'était de vouloir la répandre, pas forcément que spécialement dans le monde, mais en Allemagne. En Allemagne, parce qu'il y a des machines, il y a des industries, il y a beaucoup d'usines, d'industries, une classe ouvrière, des ingénieurs, et que du coup, c'est pas mal pour le socialisme que de répandre la révolution en Allemagne, parce qu'il y a une classe ouvrière. Alors, Trotsky méprise un peu les paysans dans leur rôle révolutionnaire des paysans, et considérant un peu comme des petits bourgeois, et met vraiment l'accent sur la classe ouvrière, ce qui est une bêtise que leur reprochera Lénine, que lui reprocher Lénine, que Lénine lui prône l'union des ouvriers et des paysans. Trotsky, bon, ils ont quand même pas mal buté pendant la guerre civile à la tête de l'armée rouge. Mais du coup, oui, c'était assez pragmatique de vouloir faire main basse sur l'industrie allemande, qui était le pays le plus industrialisé d'Europe à l'époque. Mais la vision léniniste, c'était plutôt de miser, qu'a suivi Staline, du coup, c'était plutôt de miser sur l'anti-impérialisme et de soutenir l'indépendance nationale dans tous les pays colonisés par les pays occidentaux.
style la Turquie, la Chine, etc. Enfin, ainsi que différents pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, enfin bref, de tous les pays qui sont exploités par l'impérialisme. Du point de vue léniniste, c'est la question de l'impérialisme et de l'indépendance nationale, la lutte de libération nationale, qui prime sur la révolution permanente, qui vise étrangement plutôt les pays européens industrialisés. Or, si l'URSS avait continué sur la pente de Trotsky, il aurait fallu une junte militaire pour tenir le coup face aux puissances industrielles d'Europe. Et il se serait fait défoncer la gueule parce que l'URSS n'était pas encore industrialisée comme à l'époque de Staline. Quoi qu'on pense de l'autoritarisme ou de la bureaucratie suivant les cas, ou du totalitarisme suivant les cas, j'aime pas trop ce terme parce qu'il est utilisé un peu à tort à travers, qu'il y avait eu sous Staline, ou du manque de démocratie politique, voilà, ou de la nomenclatura, eh bien, force est de constater que la position de Staline a évité des trucs absolument désastreux qu'il y aurait eu s'il y avait eu Trotsky. Alors, j'ai un peu digressé autour de cette question de la priorité géographique, mais c'est important. Autre point, l'État-nation, du coup, si je ne dis pas de bêtises, le 5e point, l'État-nation comme cadre du socialisme et de la démocratie. Il s'agit de renforcer l'État pour promouvoir le socialisme et la vie démocratique avec une... Oui, il y a comment dire, il y a un lien entre l'idée d'État et de nation, parce que l'État, c'est plutôt l'organisation politique, plutôt une communauté politique, une organisation politique, la cité, hein, si on est dans la vision grecque de la police, avec un S, pas avec CE, enfin pas la police, les flics, mais c'est étymologiquement ça en vient, mais avec ce qui est donné politique. Et la nation, plus l'aspect culturel, hein, du point de vue de Staline, hein, qui a dit quelque chose d'absolument fondamental sur ce sujet. On peut adopter ce point de vue et être critique de Staline. Moi, je ne suis pas un stalinien, mais sur la question nationale, il est dit par Staline dans Le marxisme et la question nationale que la nation, c'est une communauté humaine, historiquement constituée de langues, de mœurs, de formation psychique et de vie économique fondée sur la communauté de culture. C'est absolument fondamental, c'est que la nation joue un rôle historiquement dans la construction de l'État. En tout cas, surtout en France, en fait. Hein, et puis on a toute une... Ça n'a pas vraiment le même sens suivant les époques. À certaines époques, ça renvoie même au peuple, hein, et aux citoyens. Quand on prend l'exemple de la Révolution française, hein, je vais venir sur le fait que ça vient de la gauche à la base, la notion de nation. Mais c'est plutôt de gauche. Je viendrai plus tard. Mais eh bien, l'État, la nation, force est de constater que ça fournit un cadre. L'État fournit un cadre institutionnel pour la démocratie et la nation un cadre d'appartenance. Parce que quand vous êtes citoyen, vous sentez que vous appartenez à un ensemble qui est la nation et que du coup, vous non seulement vous avez le droit qui vous est garanti par l'État de participer à la vie politique, mais quand il y a la nation, vous vous sentez concerné par vos intérêts de classe quand il s'agit de questions politiques, mais ça donne un petit plus, vous voyez, ça. Je suis citoyen, nous vivons ensemble dans la même société, je suis français, toi tu es français. Il n'est pas question ethnique quand on parle de nation. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens à gauche qui nous disent que c'est forcément être de droite que parler de nation, en renvoyant à la droite nationaliste et aux pires caricatures qu'on peut faire des choses. Mais non, enfin... D'ailleurs, ce qu'on appelle nationaliste en France, c'est plutôt des libéraux autoritaires un peu conservateurs, mais parti bourgeois opportuniste peut-être, hein, au final.
qui parlent de nation, mais qui sont souvent pas foutus d'envisager le Frexit, donc l'indépendance nationale. Donc c'est un peu une nation vidée de son contenu. Donc ça, c'est important pour la démocratie et pour le socialisme. Alors déjà parce que le socialisme se base sur la démocratie, doit se baser sur l'idée d'extension de la démocratie du monde des institutions jusque dans le monde du travail. Mais il y a aussi, mais voilà, ça c'est donc du coup ça implique un renforcement de l'État. Alors bien sûr, je dois préciser que par l'État, j'entends renforcement de l'État, je n'entends pas le tout État. J'entends pas qu'on va nationaliser la petite boulangerie du coin. J'entends l'État n'est pas, que le socialisme c'est pas tout État et c'est pas le retrait de l'État. C'est pas de l'anti-étatisme comme les soi-disant socialistes libertaires qui sont juste des néolibéraux ou des libertariens ou des libertariens refoulés ou des néolibéraux refoulés, les anards, parce que sans État il n'y a pas de socialisme. Mais le socialisme, s'il y a un tout État, vous avez un truc qui s'effondre sur lui-même et qui est intenable en termes de vie démocratique. Enfin, c'est pas, il y a une société civile entre guillemets. Alors, on peut en être critique avec les questions des lobbies de la bourgeoisie, mais le socialisme, c'est pas l'État partout. Il y a aussi des coopératives, des syndicats, un rôle dévolu aux collectivités territoriales dans des questions administratives locales. C'est pas un État qui contrôle tout. Enfin, je précise pour les gens qui ont peur du tout État. Donc l'État et la nation, puisque, et justement, il est question de vie culturelle et économique. Alors, de vie économique, alors, la culture peut conditionner un peu l'économie, la publicité, la culture de masse, voyez-vous, mais de frontières douanières. De frontières douanières pour protéger son économie, pardi. Et d'une monnaie nationale. Bon, on a parlé de l'euro de l'OTAN, on a parlé de l'UE et de l'euro pour évoquer le sujet. Mais voilà, de façon réaliste, si on veut développer le socialisme, eh bien, le socialisme, le communisme, même la petite social-démocratie, voyez-vous, elle a besoin pour fonctionner, de faire du protectionnisme. Sinon, c'est du social-libéralisme ou du libéralisme tout court, avec 2-3 restes d'acquis sociaux qui sont en fait qui sont pas dus à ces sociodémocrates-là, mais à des luttes du passé, à des luttes syndicales et politiques, réalisées d'ailleurs par le Parti communiste français, donc des gens largement plus radicaux qu'eux, et largement plus communistes que le Parti communiste d'aujourd'hui. Le PCF de Valdez-Crochet ou de Maurice Thorez était communiste, alors que celui de Pierre Laurent, de Robert Hue, de Fabien Roussel, voilà. Même celui de Georges Marchais était plus communiste, même si ça commençait à s'affaiblir avec la délénisation du Parti communiste. Donc voilà, l'État-nation comme cadre du socialisme et de la démocratie, c'était le 5e point. Le 6e point, c'est une conception de gauche de la nation. Favoriser un patriotisme républicain et un patriotisme socialiste, qui s'oppose au nationalisme réactionnaire et à la mondialisation néolibérale. Que j'explique bien les choses. Du point de vue, que ce soit du point de vue communiste, marxiste, léniniste, ou du socialisme républicain jaurésien, que ce soit, on va dire, du point de vue communiste, pour faire simple, qu'on soit du côté, qu'on se revendique de Jaurès ou de Lénine, eh bien, on a cette conception, la conception suivante des choses. On s'oppose fortement à la fois au nationalisme réactionnaire et au cosmopolitisme bourgeois. Aujourd'hui, on dit mondialisation néolibérale parce que c'est dans le contexte là. On peut dire mondialisation capitaliste, mondialisation libérale, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que le capitalisme et le libéralisme, un capitalisme peut ne pas être libéral, mais un système libéral est capitaliste. Enfin, c'est une variante du capitalisme, le libéralisme économique.
Et le néolibéralisme, du libéralisme, c'est une forme de libéralisme assez poussée, bon bref. On est à la fois contre le nationalisme réactionnaire et le cosmopolitisme bourgeois. Et on y oppose à la fois un patriotisme populaire, donc patriotisme républicain et patriotisme socialiste, et l'internationalisme prolétarien, parce que l'internationalisme, ce n'est pas le cosmopolitisme, ce n'est pas l'antinationalisme, ce n'est pas le mondialisme, ce n'est pas l'européisme, encore moins, voilà, c'est encore moins l'européisme et l'atlantisme, l'internationalisme, non, c'est pas des alliances internationales avec des forces réactionnaires, hein, l'internationalisme. Hein. On n'est pas des néolibéraux, on n'est pas des néoconservateurs, on n'a pas à s'allier avec les Américains contre les Russes au nom de l'internationalisme prolétarien, c'est absurde. Il n'y a rien de prolétarien dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. C'est plutôt des trucs, c'est des forces impérialistes. C'est des institutions supranationales, mais parce que seraient au-delà des nations, on dirait qu'elles seraient internationalistes au sens où nous, communistes, on l'entend. Non, pas du tout. On s'oppose aux nationalistes réactionnaires et au cosmopolitisme bourgeois. Donc voilà. Je vais vous citer une citation de Jaurès sur la question, hein, qui résume très bien ça. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l'international, beaucoup de patriotisme y ramène. Ça, c'est de Jean Jaurès. Hein, c'est le camarade Jean Jaurès. Qui n'est pas un social-démocrate, contrairement à la Fondation Jean Jaurès ou au Parti Socialiste, ou à Léon Blum et à la CFIO. Enfin, ce qui est devenu ce qu'on appelle la CFIO après Jaurès. Jaurès ayant des positions inverses sur la question de la guerre, vis-à-vis, contrairement aux socialistes qui ont voté les crédits de guerre. Raison pour laquelle il y a eu le congrès de Tours et que c'est les communistes qui ont pris le journal de Jaurès et pas les socialistes. Ensuite, la nation comme ciment de la classe ouvrière. Alors oui, il y a des gens qui voient la nation comme qui la confondent avec le nationalisme et le chauvinisme, et donc les discriminations et le racisme. Non. On peut avoir un sentiment d'appartenance à la nation et plutôt avoir avoir un sentiment national qui permet justement le vivre ensemble. Parce que le but c'est avec cette conception de gauche de la nation, c'est d'éviter le nationalisme chauvin et ainsi qu'une société individualiste libérale. Hein, on est pour la solidarité nationale, pour la sécurité sociale, ce genre de choses. Mais aussi éviter le communautarisme et l'identitarisme. Alors ça peut être celui de tout ce qui est les fous antiracistes, c'est-à-dire les indigénistes, hein, qui sont devenus racistes pour lutter contre le racisme, et l'identitarisme, on va dire, de la droite. Enfin, pour lutter contre le communautarisme et l'identitarisme, que ce soit Ouria Boutelja ou un membre de Génération Identitaire, vous avez deux conceptions identitaires, de repli sur soi, et vous avez des gens qui de toute façon détestent la nation. Ouria Boutelja parce qu'elle se sent appartenir à l'Algérie, à l'islam et aux indigènes de la République, donc des gens qui sont extérieurs à la République parce que elle utilise le terme abject de raciser, alors qu'il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule humanité. Ou que ce soit les mecs de Génération Identitaire qui ne sont absolument pas des patriotes, mais des mecs qui se sentent appartenir à l'Europe. Hein. Parce qu'eux, ils ont une conception, pour le coup, réellement raciste. Hein, comme Ouria Boutelja. C'est-à-dire qu'elle est raciste envers les blancs, et là où un mec de Génération Identitaire envers les non-blancs. Opposer les blancs et noirs. Je crois qu'il y a un épisode de Star Trek où il y a deux peuples qui se font la guerre, qui se détestent, parce qu'il y en a un qui a une face
un côté de la gueule qui est blanc et noir, et l'autre noir et blanc. Et du coup, c'est un peu c'était un épisode de Star Trek contre le racisme, et c'était pour montrer l'absurde de la situation. Et bien c'est ça, l'absurde de la situation, avec Ouria Boutelja qui se prétend antiraciste pour être elle-même raciste contre le racisme. C'est c'est comme cette bande de tarés, cette bande de tarés d'indigénistes euh, se- qui est islamiste et qui dénonce ses adversaires de droite catho-tradis. Là, vous avez tout ce qui fait que des prolos ne sont pas unis. Si forcément vous mettez des éléments ou politiquement dans les organisations politiques, il y a des gens qui défendent des conceptions identitaires de communautés ethniques et religieuses, ethnico-religieuses, vous n'avez pas d'unité de la classe ouvrière. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en avant la nation. C'est pour contrer le communautarisme et l'identitarisme, qui sont des moyens de la bourgeoisie pour diviser la classe ouvrière. Et donc il faut parler de la nation, évidemment pas de la même façon que la droite, mais la nation, c'est les citoyens. La nation, c'est pas une conception raciale, ethnique, tout ce que vous voulez, c'est la communauté des citoyens. Alors il peut y avoir des trucs culturels, mais pas un truc de repli sur soi. On peut même avoir du critique du multiculturalisme quand ça mène au communautarisme, quand ça devient prétexte. Mais ce n'est pas l'idée d'une nation qui serait immuable dans le temps. Il y a toujours des brassages de populations, de cultures. Mais il s'agit de dire qu'il y a un patrimoine culturel. Bon, ça ne s'oppose pas à, à l'ouverture sur le monde. Mais voilà, le but, le but d'avoir une certaine conception de la nation, c'est de pouvoir unir les prolos. Sans ça, les prolos seront divisés entre eux, se feront la guerre. Euh, c'est d'avoir une conception républicaine de la nation qui est important. Hein, l'universalisme républicain comme universel concret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être universel dans l'absolu parce qu'il y a forcément un système de droit qui s'applique et donc du coup des citoyens. Et donc du citoyen, il faut avoir les papiers, il faut être enregistré administrativement sur un territoire pour que le droit s'applique à tout un chacun, d'un point de vue purement logique. Mais pour qu'il y ait une égalité en droit, il faut qu'il y ait des institutions qui fonctionnent et qu'on sache qui est qui est citoyen, voilà, qu'on puisse savoir que les gens soient reconnus comme citoyens avec les papiers. Et donc, avec les papiers qui indiquent un peu leur état civil et compagnie, leurs droits, leurs devoirs vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de l'administration, tout le vis-à-vis de leurs droits sociaux, éducation, santé, sécurité sociale, pour qu'il y ait vraiment une égalité en droit. Et donc que les principes universalistes soient appliqués. C'est un horizon, l'universalisme moral, et l'universalisme républicain, c'est sa concrétisation dans le cadre juridique de l'État-nation, du modèle français. Jacobin, pour le coup. Il y a des gens qui détestent ça, les anards et les écolos type Girondins, type ELV, qui eux préfèrent l'Europe et les régions à la France et à la République, et qui préfèrent l'islamisme à la laïcité, le postmodernisme au bon sens des classes populaires, bref, qui sont à vomir, qui préfèrent les centrales à charbon aux centrales nucléaires, mais bon, ça c'est autre chose, ce genre d'écolo, qui préfèrent l'Europe néolibérale à la France et à la République française. Bon. Mais voilà, il faut défendre une conception républicaine de la nation pour... de toute façon, les LV, c'est les petits bourgeois, donc ça ne concerne pas vraiment le prolétariat. Raison pour laquelle il ne faut pas s'unir avec eux. Donc, du coup, cette conception républicaine de la nation doit servir à lutter contre le communautarisme et l'identitarisme. Donc ça, c'était le 7e point. Le 8e point, c'est un socialisme développer un socialisme à la française. Dans chaque nation, il y a des réalités politiques, économiques, culturelles qui sont différentes. Vous n'avez pas appliqué le socialisme en France comme en Algérie, en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Chine, en Russie,
en Amérique latine, enfin, Chili ou Mexique, enfin, ou Guatemala, ou Canada, ou Québec. Pas parce qu'il y a un pays qui est meilleur que l'autre. Hein. C'est pas une question de jugement sur ouais, on est français cocorico. Hein. C'est pas, la question n'est pas de dire que la France est meilleure que le reste du monde et que on veut et qu'il y aurait un socialisme à la française qui serait comment dire qui serait pas du socialisme. Enfin, comment dire que dans l'absolu qu'il y aurait un socialisme à la française, mais qu'il y aurait un socialisme adapté au peuple de France, aux Français. Et donc à ce qu'ils vivent concrètement sur le terrain, en termes d'économie, en termes de mœurs, de mentalité, de tout ce que vous voulez, en fait, de mode de vie, de société, d'institutions. Et donc que c'est avec la population locale qui vit, avec les conditions concrètes du pays, que l'on développe le socialisme. Voilà, voyez-vous. Donc c'est l'adaptation aux réalités nationales. Ça n'empêche pas, pour autant, de pouvoir emprunter des inspirations d'autres pays et de pouvoir s'inspirer, s'enrichir mutuellement de modèles venant d'autres pays. Et en l'occurrence, un socialisme à la française, c'est plutôt une bonne chose du point de vue des spécificités de la France. Alors là, je vais dire cocorico pour le coup, mais on est le pays de Marat, de Robespierre, de Hébert, de Babeuf. Babeuf qui est décrit par Marx Engels comme le premier, comme étant faisant partie du premier parti communiste réellement agissant, l'un des premiers communistes réellement agissant avec la conjuration des égaux, avec des gens comme Jaurès, Maurice Allard, Dorès, Waldeck-Rochet. Enfin, on a une gauche communiste, socialiste et communiste, républicaine, dont on peut être fier. On peut être fier de des progrès historiques réalisés en France par la gauche française, jusqu'à la New Left qui est devenue dégénérée, mais du point de vue de l'histoire, il y a historiquement une gauche qui prône une voie démocratique vers le socialisme fondée sur le républicanisme, sur le modèle républicain à la française, républicain laïque, universaliste, unitaire au niveau du territoire parce qu'on applique une égalité en droit, donc le même droit sur l'ensemble du territoire, etc. etc. Donc une voie française vers le socialisme, la question c'est pas de brandir un drapeau cocorico, voilà, mais considérer que dans l'histoire de France, l'histoire contemporaine de la France, il y a des éléments qui permettent de fonder un socialisme démocratique pleinement fonctionnel. Voyez-vous. Donc voilà. Donc ça c'était le 8e point. Et le 9e point, c'est la résistance au soft power américain. Quand il est question de nation, il est question de culture. Or, le capitalisme, dans le rapport nation-monde, on ne peut pas être nihiliste sur la mondialisation économique, sur les délocalisations, sur tous les problèmes avec l'UE, l'euro, l'OTAN, la perte de souveraineté monétaire et douanière, avec l'impérialisme, avec le néolibéralisme, mais ça se traduit pas qu'économiquement ou diplomatiquement, militairement par l'UE, l'euro, l'OTAN, ou voilà, financièrement, tout ce que vous voulez, mais aussi culturellement. La culture faisant partie dans une société capitaliste du processus économique, d'une certaine façon. Voyez-vous. Surtout qu'on est passé en France d'un capitalisme de production, je renvoie à l'œuvre de Michel Clouscar sur la question, à un capitalisme de service avec une désindustrialisation, un recul des campagnes. Plus, si on met en place, en avant le fait qu'il y a eu non seulement un recul des campagnes, ce qui est normal quand il y a eu un exode rural vers les villes au 19e siècle, et avec l'industrialisation, que les campagnes se soient vidées. Première phase, capitalisme agricole, on va dire. Capitalisme industriel, deuxième phase, qui ont été dans les deux cas des capitalismes de production où on savait
que l'économie était fondée sur du concret, sur du solide. Eh bien, dans ce cas-là, on a un rapport au travail qui n'est pas le même. Et un rapport au travail, à la marchandise, à la consommation qui n'est pas le même. Enfin, à la production et à la consommation qui n'est pas le même. On est aujourd'hui dans un capitalisme de service, avec une forte tertiarisation de l'économie, où on apporte énormément de marchandises. Alors, il faudra rétablir en France une souveraineté industrielle, agricole, énergétique. Alors, énergétique, on a déjà les centrales nucléaires, on a ça positif. Mais être capable de réindustrialiser le pays et de le re-ruraliser aussi, parce qu'on a aussi un patrimoine agricole en termes de terroir qui est à mettre en valeur, et on a beaucoup à faire pour nos paysans. Mais il y a aussi un travail culturel où on voit que finalement on reproduit beaucoup de la culture américaine, ce qui est un peu ce qui est à la fois ce qui est un produit de l'impérialisme et du néolibéralisme en fait. On est un pays où la culture française et la société française s'américanisent, ce qui n'est pas bon, hein, soit dit en passant, pour l'unité de la classe ouvrière, que de reproduire la société communautariste à l'anglo-saxonne dans un pays universaliste comme la France. Mais on a tout le modèle de consommation, de société de... Alors, je suis pas contre la société de consommation parce que je suis communiste, donc je suis pour que les gens puissent consommer, puissent avoir... vous savez, pour Michel Clouscar, il y a la classe ceux qui consomment plus qu'ils produisent et ceux qui produisent plus qu'ils ne consomment. Pour définir... Clouscar voulait définir les rapports entre prolétariat et bourgeoisie comme étant plus que des rapports de production, mais aussi de consommation. Eh bien, notre rapport à la production et à la consommation se transcrit autant en économie que culturellement. En fait, on reproduit les modèles de société américains, et en France, on n'a plus autant de créativité artistique en termes de cinéma, de littérature, de poésie, de musique, qu'avant. En fait, on est bien influencé par le modèle de culture de masse américaine. Tout n'est pas jeté dans la culture de masse. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout ce qui est effets spéciaux, techniques de production industrielle des films. Voilà. Mais d'un point de vue socialiste, on devra mettre en place une nouvelle culture française dans le cadre du socialisme, qui fera la synthèse entre culture populaire, culture de masse et culture classique, hein, et donc qui revalorisera le patrimoine culturel français, et qui le développera, hein, qui préservera et développera le patrimoine culturel français. On peut très bien envisager des choses qui marient le meilleur de choses qui existent dans la culture de masse et des classiques de la littérature française, que ce soit Victor Hugo, Émile Zola, Balzac, tout ce que vous voulez, hein, Baudelaire. Et donc le raffinement de la culture classique, le rôle des masses populaires, l'authenticité de la culture populaire. On a ça avec les cultures paysannes et ouvrières. C'est vrai que ça fait plus traditionnaliste de ce côté-là, mais quand on parle de la bourrie paysanne auvergnate, ça fait un peu trop régional, mais bon, voilà. En lien avec des réalités populaires, ou la vieille culture ouvrière. Mais il faudra redévelopper un modèle culturel à la française dans le cadre du socialisme, un modèle culturel national, patriotique si vous voulez, en lien avec la culture populaire, avec une culture populaire, un peu faire une forme de prolète culte, ou de réalisme socialiste, bon, pas au sens des excès que certains pourraient attribuer au réalisme socialiste, mais d'avoir un patrimoine culturel. Le modèle culturel qu'on a aujourd'hui en France, c'est celui d'homme sandwich pour des produits américains, hein, de culture rap, de rapport à l'argent, à la consommation,
aux mœurs qui sont de l'ordre de l'extension du marché et de la division, la fragmentation individualiste ou communautariste de la société. Donc il y a un soft power américain, il faut lutter contre. Ça ne signifie pas se couper du monde et dire et rejeter tout ce qui est américain. Je sais qu'il y avait une pub, une propagande à une époque, un film du Parti communiste qui rejetait Coca-Cola, et en disant on aime le bon vin français. Il ne s'agit pas de faire exactement comme ça, hein, d'interdire aux gens de boire du Coca-Cola ou de dire que c'est que de la merde. Quoique quand on regarde en Inde l'épuisement des nappes phréatiques, pour produire du Coca-Cola, pour faire des produits locaux qui ont à peu près le même goût que le Coca-Cola, c'est du caramel, hein, pour couper l'herbe sous le pied de Coca-Cola aussi, hein, pour les gens qui aiment Coca-Cola. Pas besoin, pas avoir l'objet de leur faire boire du vin s'ils n'aiment pas le vin, enfin bref. Mais voilà. Le truc, c'est qu'il y a un rapport à la culture dans le rapport à la nation, et on doit lutter contre l'impérialisme culturel américain, ses influences néolibérales, voilà. Alors pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, ce sont toutes des raisons pour être patriote d'un point de vue communiste en fait. Voilà. Je sais que j'étais un peu long, hein, mais ça me paraît assez essentiel de développer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui se disent communistes, mais ils n'ont pas l'air plus communistes que François Hollande n'est socialiste en fait. Ou que les membres de Les Républicains, ou que Sarkozy ou autre, ou Librius, hein, de LR, seraient gaullistes alors qu'ils vendent la souveraineté de la France à l'UE et à l'OTAN. Enfin, c'est... Ou comme les soi-disant socialistes qui disent que leur ennemi c'est la finance et qui le lendemain sont amis avec Pierre Gattaz et avec le MEDEF. Enfin... et le FMI. Enfin, voilà. Ouais, des socialistes au FMI. Ça s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Voilà, la social-démocratie. Enfin, bref. Mais voilà, ces gens-là, on remarque que ce soit LR, le Parti socialiste ou le pseudo-parti communiste qu'on a aujourd'hui, quoi qu'on va dire que Roussel essaie de donner un peu les formes. Hein, faudrait être plus critique de l'Union européenne et de l'OTAN et pas soutenir les Ukrainiens. Hein, quand on voit autant de bandéristes et de néolibéraux, hein, du côté ukrainien, et l'interdiction des syndicats, du Parti communiste et des syndicats en Ukraine. Hein, mais sinon, il redore un peu l'image du Parti communiste avec la viande, le vin et le fromage. Quand quelqu'un dit qu'il est pour la viande, le vin et le fromage, ça ne signifie pas qu'il veut l'imposer à tout le monde. Ça veut dire qu'il trouve que c'est cool. Qu'en France on soit le pays du fromage, ça ne signifie pas qu'on oblige les gens à manger du saucisson et du fromage, je vais préciser. Ça ne signifie pas qu'on oblige les musulmans à manger du saucisson. Enfin, du vin, du saucisson, du fromage. Je vais être plus... Voilà. Ça n'oblige pas les musulmans à manger du vin, du saucisson, du fromage. Ça n'oblige pas les gens allergiques à manger au lactose, à manger du fromage. Ou moi qui suis un amateur de fromage et de saucisson, ça ne m'oblige pas à boire, mais qui déteste l'alcool, ça ne m'oblige pas à en boire. Enfin, je précise pour les gens qui disent que c'est raciste, le saucisson, voilà. Non, le saucisson c'est pour ceux qui aiment. Point barre. Le fait de parler du patrimoine gastronomique de la France. D'ailleurs, Roussel a parlé de la viande, donc on a aussi du poulet. On a aussi du poulet. Alors peut-être qu'il va y avoir des viandes halal pour question musulmane, mais le poulet c'est assez inclusif. Soit juif, musulman, chrétien, athée comme moi, agnostique, enfin tout ce que vous voulez. Peut-être pas hindouiste ou bouddhiste parce qu'il me semble qu'ils sont véganes. Voilà. Mais voilà, enfin, le truc c'est que vous voyez que tous ces gens-là
à gauche, à droite, qui ne seront absolument pas anticapitalistes, ils n'ont pas un rapport à la nation conséquent. Et donc ils ne peuvent pas, par exemple, stopper la libre circulation des capitaux ou dire merde à la BCE. Hein. Voilà, voilà. Alors, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, sur ce, je vais vous laisser. Je souhaite de bien prendre soin de vous. Raison, égalité, nous vaincrons. Quoi qu'il me semble que pour Adidas, que Castro, il en avait un truc. Adidas, super. Ah oui, Connolly, Che Guevara, Sankara. Vous aurez enfin, est-ce que je me demande si les gauchistes anti-nation les qualifieraient d'horribles rouge-brun, alors qu'ils ont souvent un t-shirt la patrie ou la mort. Voilà. Enfin, je suis pas fan de Che Guevara. Pareil pour Sankara, qui était une forme de Che Guevara burkinabé. Voilà, et le cubain et le burkinabé. Qui, moi au début je connaissais pas Sankara. J'entendais parler, je me disais qu'est-ce qu'il a fait lui concrètement. J'étais assez ignorant sur le sujet, je me suis renseigné. Et puis je me suis dit ce gars est super, si vous voulez. Étant assez robespierriste, c'est quelqu'un qui luttait contre la corruption, et donc ça m'a botté. Hein, ça me botte quand vous avez un dirigeant politique qui est un incorruptible, un peu comme Robespierre. Là, je ne peux qu'apprécier le personnage, surtout qu'il y a l'autosuffisance alimentaire et sur la souveraineté. C'est quelqu'un d'assez intéressant, le camarade Thomas Sankara, pas assez connu et sacré bonhomme. Malheureusement, il s'est fait trahir par un de ses amis. Mais voilà, un sacré personnage que Sankara et un vrai patriote. Voilà, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Tout comme Connolly, qui est pas trop connu, mais James Connolly pour les indépendantistes irlandais, mais qui est assez intéressant. Bon, lui, c'était un déléoniste, donc c'était un marxiste syndicaliste. Voilà. Bon, sur ce, je redis, raison, égalité, camarades, nous vaincrons. Enfin, je l'espère. La patrie ou la mort.